Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour. Ravie d'être avec vous pour ce 10e sommet de la construction. Ravie d'être là à l'invitation de la FFB. Alors la construction et le logement, ce sont des sujets dont je traite beaucoup, évidemment, sur LCI, surtout en ce moment. Donc j'ai hâte d'entendre votre ressenti sur la crise que traverse le secteur. Et puis comme on ne veut pas parler que de choses négatives, on va évoquer aussi les solutions qui pourrait vous permettre de sortir par le haut de cette crise du moment. Alors sans plus attendre, je déclare ouvert ce 10e sommet de la construction et j'appelle Olivier Saleron à me rejoindre sur scène. C'est à vous, Monsieur le Président. C'est à vous. Bonjour. Mesdames et messieurs, mais surtout chers amis, chers adhérents, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce 10e sommet de la construction et surtout devant mes prédécesseurs présidents nationaux qui sont venus nombreux aujourd'hui et j'en suis très fier et très content. Il y a 11 ans, lors du tout premier sommet, nous cherchions des pistes pour sortir de la crise, mais celle de la souveraineté qui, en 2012, attaquer les marchés du bâtiment. 11 ans plus tard, l'histoire se répète. Cependant, 2023 n'est pas le contexte de 2012. Ce contexte géopolitique, aujourd'hui, nettement plus lourd d'incertitudes. Mais surtout, la conscience de l'urgence climatique a pris une ampleur considérable dans notre secteur. Je veux redire fermement, fortement ici, que dans la filière construction, aucun ne doute de l'importance de la transition énergétique et la transition écologique. Il n'y a plus de climato-sceptiques chez les entrepreneurs du bâtiment. Cette transformation essentielle de nos pratiques, surtout de nos pratiques collectives, constitue l'incontournable défi des 30 prochaines années. Le secteur du bâtiment a réalisé des prouesses en intégrant à la vitesse éclair l'une des normes les plus exigeantes de la planète en matière de construction neuve, la RE 2020. Aujourd'hui encore, elle a beaucoup de détracteurs, mais la maison individuelle française, sous la double exigence du ZAN et de la RE 2020, a une contrainte et surtout une empreinte carbone bien inférieure à celle des centrales à charbon allemandes, pourtant plébiscitées par les écologistes d'outre-Rhin. En matière de rénovation, sur la pression forte de la FFB, le gouvernement s'est enfin décidé à doubler le budget consacré à MaPrimeRénov' dans la loi des finances. Cette trajectoire est la bonne, mais il faut désormais l'amplifier et la stabiliser. Le rapport Pisani-Ferry, qui a été remis à la Première ministre au printemps dernier, je vous le rappelle, demande un budget 10 fois plus important que celui d'aujourd'hui. Dans tous les cas, le secteur est prêt. Nous formons massivement et nous savons répondre à une montée en puissance de la demande. Dire le contraire aujourd'hui relève d'une désinformation et même plus loin, d'une fake news. À cette urgence écologique s'en rajoute une autre aujourd'hui. La très grave crise du logement qui couve depuis 3 ans. Elle menace à elle seule la cohésion sociale, mais surtout sociétale de notre pays. Ce constat a définitivement quitté le cercle de nous, de vous, les spécialistes, et désormais, il fait la une des médias chaque jour, chaque quotidien. La crise du logement n'est plus un concept, c'est une réalité pour tous les Français. D'ailleurs, elle touche à la vie de tous nos concitoyens. Elle concerne ces étudiants qui peinent à trouver une location. D'ailleurs, 12% d'entre eux arrêteraient leurs études en ce moment
dès la dernière rentrée, faute de logements abordables. Ces saisonniers, ces chômeurs qui refusent un emploi faute de logement aussi abordable à proximité de leur travail. Et dans l'ordre général, ces familles bloquées, surtout dans leur parcours résidentiel, et plus dramatique encore, tous ces enfants à la rue à la rentrée 2023. Tous ces bouleversements du monde font que l'offre et la demande ne trouvent plus de point d'équilibre pour répondre au besoin vital qu'est le logement pour nos concitoyens. Avec une inflation et des taux d'intérêt qui explosent, cette situation s'amplifie. Et malheureusement, cette situation n'épargne aucun endroit de notre territoire. Olivier Savron, la FFB n'est pas la seule à faire ce constat de crise profonde et à appeler au sursaut. Je vous propose d'écouter le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Il n'a pas pu être des nôtres, mais il a souhaité nous adresser ce message. Bonjour à tous. Je tiens au nom de l'Association des maires de France à saluer cette initiative, non seulement de réunir ce sommet de la construction sur le thème du logement, mais de prendre à bras-le-corps cette problématique essentielle, et je vous souhaite d'excellents travaux. Le logement est en crise, on n'en est qu'au début, on est un certain nombre à le dire depuis quelques temps. Ce n'est pas une surprise quand vous renchérissez le coût du logement, quand vous organisez la pénurie de l'offre, quand vous organisez la pénurie de l'offre jusqu'à devoir voir ressortir un certain nombre de logements au titre de la loi climat et résilience qui ne répondent pas aux normes un peu maximalistes d'isolation thermique, vous ne pouvez qu'alimenter cette crise. Le choc de l'offre qui nous était proposé il y a 6 ans a été un choc de l'offre inversé, notamment sur le neuf et sur l'acte de construire, avec un nombre de logements neufs mis en construction qui devrait être d'au moins 500 000 et dont on sait qu'il est en dessous de 350 000, soit un niveau particulièrement bas. C'est une catastrophe sociale pour ceux qui n'arrivent pas à se loger, c'est une catastrophe économique parce qu'on va avoir, notamment dans le secteur du bâtiment, des déperditions de création de valeur et d'emploi extrêmement conséquentes. Alors face à cela, on entend dire les maires ne veulent pas signer des permis, vous allez certainement le dire les uns ou les autres. Et la réalité, c'est que d'une part, il y a du contrat social local. Donc les habitants tiennent à la qualité de vie et qu'on ne peut pas construire aujourd'hui comme on le faisait dans les 30 Glorieuses. Mais la réalité surtout, c'est que tout a été fait pour qu'en tant que maire, on ne signe pas de permis, même quand on le veut. Il n'y a plus d'aide aux maires bâtisseurs. La rareté du foncier qui résulte des lois SRU, le zéro artificialisation nette, qui au lieu d'être conçu avec un système moderne de bonus-malus, d'évaluer les externalités négatives de l'artificialisation, d'inciter les maires bâtisseurs à faire de la verticalité, à faire de la densité et de lutter contre l'étalement urbain, est partie d'un stock que l'on doit retranscrire dans les règles d'urbanisme de façon hyper technocratique. Bref, lorsque vous organisez, lorsque les pouvoirs publics, pas vous, organisent la rareté du foncier depuis 25 ans, eh bien évidemment, le prix du foncier est surenchéri et l'accès au logement est réduit. On a inversé totalement le système. On demande aux bailleurs sociaux de réaliser des prouesses, y compris en termes de rentabilité, là où ils font face à une crise sociale majeure. Si l'on veut véritablement retrouver des sommets de construction, eh bien, il faudra partir par des dispositions qui permettent au marché de s'exprimer. Donc la cause majeure, c'est avant tout le tarissement du marché pour quelques raisons que j'ai évoquées et tant d'autres encore. Et puis ensuite, dans les dispositifs d'État, il est sûr que le fait d'enlever les aides de l'accession à la propriété, les PTZ, les prêts à taux zéro des zones peu denses, de les recentrer sur les zones denses, là où ils sont très peu efficaces finalement, ne rend pas service non plus à l'acte d'achat, à l'acte de propriété. Le fait de concentrer la fiscalité locale sur les seuls propriétaires, ce n'est pas la demande des maires, vous le savez, ce n'est pas nous qui avons demandé la suppression de la taxe d'habitation ou de la suppression de la CVAE, enfin suppression en moitié, en partie, bien là aussi crée une distorsion qui est accentuée par l'impôt sur la fortune immobilière, d'ailleurs qui a remplacé l'impôt sur la fortune, qui fait que plus on pénalisera les propriétaires, moins il y aura de propriété, moins il y aura de logement. Ces raisonnements assez simples, je pense, devraient irriguer l'action publique et que l'action publique sorte de ce tout-étatisme. L'étatisme est la cause majeure
du problème que l'on rencontre dans le problème du logement, et on y répond avec toujours plus de dispositifs et de dérogations et d'effets bureaucratiques. Donc j'espère que toutes ces problématiques seront évoquées en toute clarté au cours de ce sommet. Je vous souhaite d'excellents travaux, je serai très intéressé d'en lire les conclusions, et puis surtout, continuons de nous mobiliser pour permettre, notamment à nos jeunes, de pouvoir rêver et espérer et concrétiser un vrai projet d'accession à la propriété. La propriété est un des fondements de la liberté. Merci. Merci à Monsieur le Président des maires de France, David Lisnard. Donc oui, ce diagnostic, cet audit est partagé, oui. La crise du logement est bien là. Elle s'annonce aussi violente que celle des années 1990 pour ceux qui l'ont connue. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'elle concerne à la fois l'individuel et le collectif, l'accession et le locatif, qu'il soit d'ailleurs social. Je salue Emmanuel Cos, président de l'ESH, qui est au premier rang, qui est vraiment avec nous. Et le privé, je salue aussi Pascal Boulanger, le président de la FPI, mais on va saluer tous les membres de l'Alliance. Mais je reprends le neuf et l'existant, les zones dites tendues, comme le reste du territoire. La question donc du logement doit être traitée comme une chaîne, car tout se tient. Et il n'y aura pas de solution sans les uns avec les autres, et nous le savons bien. Nous avons eu des échanges techniques depuis des années et politiques depuis aussi des années au sein de cette filière de la construction, logement, immobilier. C'est pourquoi d'ailleurs, vous vous rappelez tous, en fin 2020, nous avons créé, la FFB a ouvert ses états généraux de la construction à de nombreux partenaires de la filière construction, immobilier, logement. Nous avons travaillé depuis 3 ans de façon tout le temps ensemble, déterminée, pour toutes les échéances. Et nous avons mis sur la table des propositions tout le temps crédibles, tout le temps chiffrées, tout le temps réalistes. Des propositions de nature à fonder une vraie politique du logement durable et en phase surtout avec les aspirations du pays, la France libre. Ces propositions ont été ignorées, voire méprisé à l'issue du CNR Logement de début juin. Un peu d'ailleurs comme en 2018, avec le rapport Borloo sur sa politique de la ville qui avait été balayé d'un revers de la main. Et l'on a vu récemment à quel point ce rejet-là de 2018 avait été une funeste erreur. Nous continuons à faire les mêmes erreurs. Alors, entre acteurs responsables de cette filière, nous avons décidé de ne pas rester inaudibles, de capitaliser sur le travail collectif fourni depuis des mois. Et j'espère que vous l'avez vu dans toutes nos communications, que ce soit la presse quotidienne, les réseaux, mais aussi chaque fois que nous passons, nous avons la chance de nous exprimer sur les grandes chaînes de télévision. De là est née cette alliance pour le logement. Elle est devenue une évidence partagée. Ils sont là cet après-midi, on va les écouter et on les applaudira juste après. Alors justement, en effet, les membres de cette Alliance pour le logement, on les a interviewés, en tout cas certains d'entre eux, et je vous propose de les écouter tout de suite. C'est difficile de trouver un adjectif pour qualifier notre état d'esprit, tellement la situation de notre secteur est cataclysmique. Quand on perd 115 000 ventes en une année, on ne peut qu'être très très inquiet. Et nos adhérents le sont, les remontées de terrain sont très très mauvaises. On a tous connu par le passé des crises immobilières. Celle-ci, elle est d'abord très brutale, rapide, et puis elle est sur ces deux parties de l'offre et de la demande, ce qui est assez exceptionnel. Donc des enjeux de crise qui sont aussi intéressants, mais sur lesquels il va falloir apporter des réponses maintenant assez rapidement. Grande inquiétude chez nos adhérents donc en cette rentrée automnale, exposée aux difficultés des Français de pouvoir se loger, qu'il s'agisse de l'allocation ou de l'accession, et d'accompagner leur parcours résidentiel. On est vraiment dans un paradoxe. En même temps, des acteurs du logement social qui veulent faire beaucoup,
pour répondre à la demande en logement social, pour rénover, pour améliorer les conditions de vie de nos locataires. Et à côté, des pouvoirs publics qui sont dans l'attentisme, un attentisme qui devient très grave. Très préoccupés, en colère parce que nous trouvons que le gouvernement actuellement ne réagit pas à la hauteur des enjeux. Nous insistons fortement pour que celui-ci réagisse, mais nous sommes déçus pour l'instant. On sait que notre activité elle va se poursuivre à peu près normalement jusqu'au premier trimestre 2024. Ce qui nous préoccupe plus, c'est demain la partie baisse des permis de construire, baisse des réservations dans le logement neuf. 50% des agences d'architectes travaillent sur le logement, ce qui veut dire 50% de baisse d'activité pour les agences qui travaillent dans ce milieu-là. Il va y avoir une réduction des effectifs dans les agences. Ça, on ne peut pas faire autrement. Nos adhérents, aujourd'hui, n'ont pas de perspective, sont très inquiets, et on voit malheureusement les conséquences dès aujourd'hui. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés, et on procède au premier licenciement économique. La filière aujourd'hui s'interroge sur le fait qu'elle ne soit pas écoutée, entendue, sur le fait qu'on ne tienne pas compte de son retour d'expérience, de sa capacité à analyser les situations. Il est important en fait que l'écoute s'installe, que soit pris en compte le regard de tous, et puis surtout qu'on soit associé à les prises de décision. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit combatif, on n'est pas défaitiste. Il me semble que la situation critique, elle est comprise. Il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, du ministre du Logement en particulier. Maintenant, il va falloir passer aux actes pour pouvoir régler la question du logement en France aujourd'hui. C'est absolument indispensable. La première réflexion que j'ai eue, c'était « y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Nous arrivons avec un certain nombre de propositions concrètes, non corporatistes, et on ressort avec un hocher. Voilà mon état d'esprit aujourd'hui par rapport à ce PLF. Nous avons l'impression que le logement passe un petit peu, encore une fois, par la case perte et profit. Il avait été le grand oublié déjà de la campagne électorale. Et aujourd'hui, nous trouvons que les mesures prises ne sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. Il faut quand même que le gouvernement comprenne que le financier, c'est la clé souvent de l'opération. À la fois le montage financier global, mais surtout les taux d'intérêt et les taux d'emprunt qui sont possibles. La loi de finances 2024, au fin de compte, aujourd'hui, elle dit peu de choses sur le logement, sauf une chose qui, pour nous, est catastrophique, c'est le recentrage du prêt à taux zéro sur les zones dites tendues et sur le logement collectif. C'est une très mauvaise idée et ça va accentuer encore la difficulté. Donc nous, notre combat sur le PLF 2024, c'est de revenir sur cette décision-là, dont on a bien conscience qu'elle a un coût budgétaire, mais elle est nécessaire pour maintenir l'accession à la propriété et la dynamique du marché du logement. On a besoin que le prêt à taux zéro, il aide vraiment les ménages qui ont besoin d'accéder à la propriété et pas qu'il soit une simple ligne budgétaire non consommée. La mort annoncée du Pinel également est une triste désillusion. On a besoin aujourd'hui d'outils qui fonctionnent rapidement et ceux-ci sont en place depuis de nombreuses années. Il faut les utiliser tellement notre marché est en difficulté. On attendrait quand même un petit coup de boost supplémentaire, notamment pour le propriétaire bailleur particulier. C'est très important de l'aider parce que c'est lui qui a la solution sur la rénovation. Aujourd'hui, dans le projet, il semble que des réponses ne sont pas apportées à la situation d'urgence actuelle, qui est la crise de la construction. Nous sommes convaincus par contre qu'il faut accompagner la réflexion pour être force de proposition. Seules des solutions innovantes et des modèles nouveaux devront être apportés. Il est indispensable dans ce contexte, à la fois d'une crise conjoncturelle et d'une crise structurelle, de tout mettre en œuvre pour aider le logement des Français, qu'il s'agisse du neuf, de l'existant, de la location, dans le privé, dans le public ou de l'accession à la propriété. L'Alliance Logement, c'est important parce qu'on parle d'une seule voix, à l'unisson, sur des sujets qui sont complexes, c'est-à-dire le logement, la construction du logement, la gestion du logement, la vente du logement. Si vous avez une voix individuelle, vous ne pesez pas beaucoup. Quand vous êtes ensemble, vous pesez beaucoup. Si je vous dis les architectes, ce sera environ 6 000 personnes qui vont être sorties des effectifs, compte tenu de la crise. Ou si je vous dis c'est 300 000 à l'échelle de la filière, l'impact auprès de nos gouvernants n'est pas le même. L'union fait la force, tout simplement. On s'est rendu compte qu'en étant ensemble, on a sans doute beaucoup plus de chances d'être entendus. Et en plus, nous sommes ni plus ni moins qu'une chaîne. Et une chaîne est composée de différents maillons. Et nous sommes les maillons de la chaîne du logement. Quand on est promoteur, on a besoin, dans beaucoup de cas, des bailleurs sociaux. Quand on est promoteur et qu'on vend à des investisseurs, on a besoin des gens qui vont gérer derrière. On a besoin des entreprises du bâtiment pour construire. Donc, toute cette grande famille des acteurs du logement
doivent partager les objectifs. On est à disposition tout simplement du gouvernement pour apporter au regard de chacun, dans l'intérêt général, des solutions qui sont des solutions vraiment issues du terrain et d'éviter d'être sur des postures ou des positions qui sont plutôt des positions individuelles. Une démarche d'alliance cherche à montrer que nous sommes tous unis et en colère. Nous voulons chasser maintenant en meute. Le logement est en danger, le parcours résidentiel est cassé. Il faut que nous nous unissions pour faire comprendre que ça ne peut pas continuer comme cela. S'organiser en filière, c'est déjà être capable de partager des constats et y compris des exigences communes. Et ensuite, c'est, j'espère, partager l'ambition de faire, de continuer à diffuser l'idée qu'il faut répondre aux besoins en logement et que pour ça, il faut une multiplicité des réponses. Du logement social, du logement privé, du locatif comme de l'accession, des tas de dynamiques différentes, mais surtout qui répondent aux exigences des ménages. Les mesures les plus urgentes tournent autour du financement et du fait de redonner du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils puissent acquérir, voire même louer un logement dans de bonnes conditions. Cette stratégie d'alliance est fondamentale aujourd'hui. Exposée à une crise structurelle et conjoncturelle, il faut se donner tous les moyens, permettre à tous les acteurs de pouvoir s'exprimer. Cette union fera notre force pour demain. Alors, un grand nombre de membres de cette Alliance pour le logement sont avec nous aujourd'hui dans la salle. Merci à Emmanuelle Cos, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, d'être là, ainsi que Pascal Boulanger, président de la FPI, Grégory Monod, président du pôle habitat FFB, Jérôme de Champsavin, président adjoint de la FNAIM, Jean-Michel Camison, président adjoint de l'UNIS, Valérie Velin, vice-présidente de l'Union nationale des notaires employeurs, Hervé Gastaud, directeur général de l'Intec. Merci à vous d'être là. Guillaume Macher également, directeur général de Procivis. Quant à Jean-Michel Voulkov, il est à Avignon pour le congrès de l'UNSFA, mais il suivra les conclusions de nos débats. Olivier Sadron, je vous rends la parole. Merci Claire. Ils sont venus, ils sont tous là. Merci à ces 10. Hein. Voilà, le club des 10, appelons-le, voilà, l'Alliance pour le logement a été créée, avait été déjà créée. Emmanuel en était la maman pratiquement, hein, ou la grande sœur. Ou la grande sœur, mais en tout cas, voilà, je vous salue, vraiment, je vous salue, même pas, je vous remercie tout simplement, chaleureusement pour votre partenariat et surtout pour votre présence aujourd'hui. Donc tout est dit dans cette vidéo et j'en dirai pas plus moi-même. En tout cas, ce qui est clair, c'est que nous souhaitons formuler des propositions communes pour sortir de cette crise et surtout pour nous inscrire dans la durée. Cette démarche, ce n'est pas ces quelques semaines, ces quelques mois que l'on vient de passer ensemble. C'est une démarche qui va durer, et tant mieux. Parce qu'au-delà de la crise, dans un contexte de transition écologique et de réindustrialisation souhaitée par nous tous, par le gouvernement, mais par nous tous, par l'économie française, nous avons beaucoup à partager. Et ce lien emploi-logement est tellement important. Il est maintenant temps d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet. On s'était dit rendez-vous au 10e sommet, nous y sommes. Promettez-nous, et on se le promet nous-mêmes d'ailleurs, hein, de nous revoir au 20e sommet de la construction, en étant certains de parler de la crise du logement comme d'une peur ancienne à ce 20e sommet dans une dizaine d'années, grâce à notre intelligence collective, ses valeurs, grâce à la force de la fédération, grâce à la force de notre alliance. Vive l'Alliance pour le logement, vive la filière construction immobilier. Merci. Merci. Merci beaucoup Olivier Sadron. On vous retrouvera tout à l'heure hein, pour conclure nos débats en fin d'après-midi, puisqu'on recevra, et vous recevez, Patrice Vergrit, le ministre du Logement, un échange qui promet d'être passionnant. Donc la crise est là, on l'a vu, le bâtiment n'a pas dit son dernier mot, néanmoins les besoins sont importants. Il existe au moins un facteur qui confirme qu'il faut continuer à construire dans ce pays, c'est la réindustrialisation qui est souhaitée par les pouvoirs publics et
et bien sûr les élus locaux. Une réindustrialisation qui va permettre de la croissance innovante et décarbonée, et aussi la création de nouveaux emplois. Alors on parle beaucoup dans la région Nord-Pas-de-Calais des 4 gigafactories, de la vallée de la batterie. L'exemple du Nord-Pas-de-Calais n'est pas le seul. Et la vraie question qu'on se pose, c'est peut-on mettre en place une politique efficace de réindustrialisation sans une vision d'ensemble qui inclut également le logement. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement.